Nous sommes des esclaves du verbe, à être, ce qui implique que je serai à l'avenir une personne importante. La comparaison et l'ajustement vont toujours ensemble. Ils ne créent que la répression, les conflits, la souffrance sans fin. Par conséquent, il est important de découvrir un mode de vie chaque jour sans aucune comparaison. Faites et voyez à quel point c'est merveilleux. Comment se libérer de tant de vos charges? Cette perception naît un esprit, sur une manière sensible et donc disciplinée, qui apprend constamment. Pas ce que vous voulez apprendre ou ce qui vous donne le goût et la satisfaction à apprendre. Apprentissage, il prendra ainsi conscience du conditionnement intérieur causé par l'autorité, de l'adaptation à une norme, une tradition et une propagande, les paroles des autres et l'expérience accumulée, la leur et la race et la famille. Tout cela est devenu l'autorité, où il y a l'autorité que l'esprit ne sera jamais libre de découvrir ce qu'il devrait être découvert. Une réalité éternelle, entièrement nouvelle. L'esprit sensible n'est limité par aucune norme fixe. Il se déplace constamment pour couler comme une rivière. Et dans ce mouvement constant, il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a aucun désir de remplir. Il est très important de comprendre clairement, avec sérieux et profondément, la nature de l'esprit qui est libre, et donc vraiment religieuse. L'esprit libre voit que toutes sortes de dépendances, les gens, les amis, le mari ou la femme, les idées, l'autorité, etc., génèrent de la peur. C'est l'origine de la peur. Si vous comptez sur vous pour avoir du réconfort, ou comme moyen d'échapper à ma solitude et à ma laideur, à ma superficialité et à ma insignifiance, cette dépendance provoque la peur. La dépendance à l'égard de toute forme d'imagination subjective, de fantaisie ou de connaissance génère la peur et détruit la liberté. En réalisant toutes les implications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté lorsqu'il y a une dépendance intérieure, et donc une peur, et que seul un esprit confus et léger dépend. Question. Comment puis-je me débarrasser de la dépendance? Et il y a une autre cause de conflit. Avez-vous remarqué que la personne à charge est nécessairement confuse? Si vous connaissez cette vérité, que la personne qui dépend intérieurement de toute autorité ne peut que créer une confusion. Si vous vous en rendez compte et ne vous demandez pas comment vous pouvez vous débarrasser de la confusion, vous cesserez de dépendre. Votre esprit deviendra un supérieur sensible et donc capable de vous apprendre et de vous discipliner sans aucune contrainte ni ajustement. Tout cela est plus ou moins clair. Pas verbalement, mais en fait, je peux imaginer ou penser que je vois clairement, mais cette clarté est d'une brève durée. La perception vraie et claire ne devient possible que lorsqu'il n'y a pas de dépendance, et donc il n'y a pas de confusion de la peur. Pouvez-vous, honnête et sérieusement, demander pour savoir si vous êtes libre d'une autorité? Cela nécessite beaucoup d'enquête de vous-même et une vigilance attentive. De cette perception claire, il provient d'une action d'espèce totalement différente. Une action non fragmentaire, divisée, politiquement ou religieusement. Et voici l'action totale. Question. D'après ce qu'il dit, on peut comprendre qu'une action, qui peut être considérée comme une réaction à une autorité extérieure donnée, peut à l'autre point une action totale de la part d'un autre individu. Répondez. Intellectuellement, verbalement, nous pouvons nous rivaliser, nous liquider mutuellement par des explications, mais cela n'a aucun sens. Ce que vous pouvez sembler une action complète, cela peut sembler une action incomplète. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir si votre esprit, en tant qu'esprit humain, agit complètement. Une entité humaine appartient au monde et n'est pas un individu. Le mot individuel signifie indivisible. L'individu est un être qui n'est pas divisé, qui n'est pas fragmentaire. Un être complet, mental et physiquement, le sont. Et aussi, un moyen complet signifie sacré. Vous pouvez dire que vous êtes un individu, mais ce n'est pas absolument une vie sans autorité, sans comparaison,
et verra comment c'est merveilleux. Ayant une énergie énorme lorsqu'elle n'est pas en concurrence, elle ne compare pas et ne réprime pas. C'est alors une entité vivante, saine, complète, et donc sacrée. Question. Ce que vous dites n'est pas très clair pour moi. Que dois-je faire? Réponse. Soit ce que je dis n'est pas très clair, soit ne comprend pas bien l'anglais, soit ne donne pas une attention continue. Il est très difficile de soutenir l'attention pendant 1 heure et 10 minutes. Il y a des moments où toute attention n'est pas accordée. Et ensuite je dis, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Assurez-vous de prêter une attention constante, d'écouter, de regarder ou de devenir lent à vague. Quel est le cas? Question. Croyez-vous qu'il est possible d'apprendre en continu? Réponse. Se posez vous-même cette question, cela rend déjà les choses difficiles. En tant que telle question vous empêche de vous apprendre. Vous rendez-vous compte? Je m'en fiche si je peux apprendre en continu. Ce qui m'intéresse, c'est cela. J'apprends. Si j'apprends, peu importe si cela se produit constamment. Je n'en fais pas un problème. Une telle question n'a pas d'accès lorsque j'apprends. Pouvez-vous apprendre de quelque chose? Réponse. Tant que vous êtes conscient de l'apprentissage. C'est très complexe. Regardons un peu ça. Puis-je apprendre continuellement? Quel est le facteur important ici? C'est l'apprentissage. Quand j'apprends, le reste du temps, l'intervalle de temps, et ainsi de suite. Je me soucie juste de ce que j'apprends. Il est naturel que l'esprit se disperse, se fatigue, devienne désavantagé. Quand il frappe, l'esprit s'intéresse aux choses du plus absurde. La chose importante n'est donc pas comme rendre l'esprit inattentif. La chose importante, par conséquent, n'est pas comme rendre l'esprit attentif inattentif. L'important est que l'esprit prend conscience d'être inattentif. Je suis conscient, observant les choses, le mouvement des arbres, le fonctionnement des eaux, et me regarder sans corriger, sans dire que cela devrait être ou non, observer simplement. Lorsque l'esprit qui observe est fatigué, il devient inattentif et devient soudainement conscient de cet état et essaie de se forcer à faire attention. Le conflit entre l'attention et l'inattention survient. Et je vous le dis, ne faites pas ça, mais soyez conscient d'être inattentif. Juste ça. Pouvez-vous nous expliquer comment être conscient d'être inattentif? Réponse. J'apprends sur moi-même, pas selon un tel psychologue ou un tel experté. Je me regarde et je me vois dans une certaine chose. Je ne la condamne pas, je ne la juge pas, je ne la mets pas de côté, je la regarde. Je vois que je suis une personne fière. Ce n'est que par exemple. Et je ne dis pas ce qu'une mauvaise chose est fière. J'ai besoin de le repousser. Je note juste. Regardez, j'apprends. L'observation de la fierté signifie apprendre ce qui est latent. Comment il est originaire. Je ne peux pas le regarder pendant plus de 5 ou 6 minutes. Et c'est beaucoup. Ensuite, je deviens inattentif. Comme j'étais attentif, et je sais ce qui est l'inattention, deuil pour convertir l'inattention à l'attention. Ne faites pas une telle chose. Cependant, observez l'inattention. Devenir consentement à être inattentif. Juste ça et rien de plus. Arrêtez-vous là. Ne dites pas que je dois passer mon temps attentif, mais notez uniquement quand il est inattentif. S'étendre plus à ce sujet deviendrait très compliqué. Il est à l'esprit la capacité d'être continuellement attentif et vigilant. Vigilant même lorsqu'il n'y a rien à apprendre. Cette capacité que l'esprit a, quand elle est silencieuse, est silencieuse. Qu'avez-vous pour apprendre l'esprit silencieux, plein de clarté? Question. La communication par des mots, les idées ne deviennent-elles pas une habitude, une tradition? Réponse. Il ne peut devenir une habitude ou une tradition que lorsque les mots deviennent importants. La nécessité d'une communication verbale qui est de voir en commun la chose qui est observée, par exemple, la peur. Cela signifie que nous sommes, vous et celui-ci, qui leur dit, observant, coopérant, partageant au même niveau, en même temps, avec la même intensité. De ceci est née une communion verbale qui n'est pas une habitude, demande. Comment un individu total, complet, est-il mentalement un
un individu non fragmenté, mais indivisible d'en aimer un autre. Comment un être humain complet peut-il aimer un être humain fragmenté? Quoi de plus? Comment un individu complet peut-il aimer un autre individu complet? Réponse: cela ne peut pas être complet si vous ne savez pas ce qu'est l'amour. S'il est complet, dans le sens où nous employons le mot, il n'est pas question d'aimer l'autre. Avez-vous observé une fleur? Sur la rive du chemin, il existe vie, bronzage, exposé au vent, dans la beauté de la lumière et de la couleur, et ne vous dit pas « Eh, venez me sentir, venez plaisir avec moi, regardez-moi ». Elle vit, et sa propre vie est l'amour. Lorsque vous vous retirez au lit, ne faites généralement pas le point sur tout ce que vous avez fait pendant la journée. Ou simplement vous jeter dans le lit et être lié au sommeil. Ne passez-vous habituellement la journée en disant que cela aurait dû être fait ou cela n'aurait pas dû être fait? Vous demandez le sens de ceci ou de celle-ci? Faire cet équilibre signifie mettre en ordre. Le cerveau a besoin de l'ordre pour fonctionner efficacement. Si vous rêvez, c'est-à-dire que si le mouvement des activités du jour se poursuit dans votre sommeil, il ne peut y avoir de commande. Comme le cerveau a besoin d'ordre, il le produit instinctivement pendant le sommeil. Se réveille un peu plus revigoré car il a un peu plus d'ordre. Le cerveau ne peut pas fonctionner efficacement s'il existe une forme de conflit, une forme de trouble. Interrogando. N'y a-t-il aucune autre espèce de rêve dans laquelle les communications de nature différente sont transmises? Krishnamurti. Tout d'abord, comprendre ce qu'est l'ordre. Le mouvement de la vie quotidienne se poursuit au cours du dormir. Parce que dans ce mouvement quotidien, il y a une contradiction, un trouble, une disharmonie. Et pendant le sommeil, à travers les rêves et les différentes façons de ne pas rêver, le cerveau essaie d'établir l'ordre dans son propre chaos. Si vous commandez pendant la journée, le cerveau n'a pas besoin de mettre les choses en ordre pendant le sommeil. Voyez à quel point cela est important. Par conséquent, le cerveau est au repos, calme, revigorant et se renouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué lorsque vous avez un problème. Comment vous passez la journée à y réfléchir et comment elle continue de s'inquiéter la nuit. Le lendemain matin, il se réveille fatigué du problème, mais continue tout au long de la journée pour tourmenter avec lui, comme un chien et un ours. Dans ce travail, elle est engagée toute la journée, jusqu'à ce qu'il soit temps de se coucher à nouveau. Après tout, le cerveau s'épuise, donc dans cet état d'épuisement, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Ce que nous voulons dire est une chose très différente. Mettez en vertu du problème dès qu'il survient, pas le transport pour le lendemain ou vers le minute suivante. Finir avec lui. Quelqu'un vous a insulté, vous a offensé. Le rendez-vous. Quelqu'un vous trompe, vous a dit des choses indubitables. Voyez cela et ne vous avancez pas. Ne le mettez pas sur le dos comme un fardeau. C'est la même chose que celle-ci, et non après. Le trouble est un état névrotique du cerveau qui finit par provoquer un cas de maladie mentale. L'ordre signifie mettre fin au problème dès qu'il survient, afin que le mouvement du jour ne se poursuive pas la nuit et qu'il n'y a pas de rêve, car il résolvait tout en cours de route. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cela, car vous pouvez alors poser la question suivante. Qu'est-ce qui est au-delà de tout cela? Continuons là où nous nous sommes arrêtés hier, lorsque nous envisageons la nature et la structure de la conscience. Sans aucun doute, afin de pouvoir opérer une mutation totale dans l'esprit humain, et par conséquent, dans la société, il est nécessaire de considérer ce problème. Nous devons y pénétrer profondément pour savoir s'il y a une possibilité de conscience pour passer par une métamorphose, un changement complet de lui-même. Parce qu'il est évident que toutes nos actions, sérieuses ou légères, superficielles ou profondes, résultent et proviennent de cette conscience. Et, comme nous l'avons dit, dans cette conscience, il existe de nombreux fragments.
Chacun assume la prédominance selon les circonstances. Si nous ne comprenons pas le contenu de la conscience et la possibilité de dépasser, chaque action, aussi importante, produira nécessairement une confusion. Par conséquent, il révèle clairement la nature fragmentaire de notre conscience. Aussi faire attention à un fragment, comme l'intellect, la croyance, le corps, etc., ces fragments qui composent notre conscience, à partir de laquelle toute action émane, produira inévitablement la contradiction et la détresse. Est-ce clair? Au moins verbalement? Il n'a pas de sens à nous dire que tous ces fragments doivent être rassemblés ou intégrés, car alors le problème par rapport à ceux qui ont la possibilité de les intégrer apparaissent et concomitante l'effort pour faire fonctionner l'intégration. Ainsi, il doit y avoir un moyen de regarder tout cet ensemble de fragments avec un esprit non fragmentaire. C'est l'histoire que nous gérerons ce matin. Je me rends compte que mon esprit, qui comprend également le cerveau, et toutes les réactions nerveuses et psychologiques, réalise que la totalité de cette conscience est fragmentée, fractionnée par la culture dans laquelle nous vivons. Culture créée par les générations passées et continue par l'actuelle. Et chaque action ou prédominance d'un fragment sur d'autres entraînera inévitablement une énorme confusion. Donne une importance particulière à l'activité sociale, à une croyance religieuse, à un concept intellectuel, utopie. Cela aura inévitablement des effets contradictoires et provoquera donc de la confusion. Ainsi, on se demande, y a-t-il une action qui n'est pas fragmentaire et ne peut contredire aucune action qui aura lieu dans une minute? Nous voyons que la pensée joue un rôle très important dans cette conscience. La pensée n'est pas seulement la réaction du passé, mais aussi la réaction de tous nos sentiments. Toutes nos réactions nerveuses, nos espoirs, nos peurs, nos souffrances y sont contenues. Nous demandons donc si le contenu de la conscience constitue la structure de la conscience, si la conscience en est indépendante. Si la conscience est constituée de mon désespoir, de mes angoisses, de mes peurs, de mes plaisirs, de mes innombrables espoirs, des sentiments de culpabilité et de la vaste expérience du passé, alors aucune action en émanant ne peut à aucun moment, la conscience libre de ses limites, ne pas être d'accord avec ce que je dis parce que nous ne traitons pas d'une matière scolaire simple. Ayez la gentillesse de vous mettre en communion avec moi. Autrement dit, travaillez, observez en vous ce que je dis, et ensuite nous pouvons aller plus loin. Pour l'instant, je parle de la manière d'introduction. Ma conscience est le résultat de la culture dans laquelle je vis. Cette culture a stimulé et découragé diverses activités, divers plaisirs, peurs, espoirs et croyances. Cette conscience constitue le soi. Chaque action née de cette conscience conditionnée est nécessaire et inévitablement fragmentaire, et donc contradictoire et causant la confusion. Si vous êtes né dans un monde communiste, socialiste ou catholique, votre esprit est conditionné par cette culture, par les normes, les valeurs et les aspirations de cette société. Et chaque action dérivée de cette conscience ne peut que être fragmentaire. Ne me posez pas de questions pour le moment. Restez à vous regarder. Écoutez d'abord ce que l'orateur a à dire sans intruder ses questions ou ses pensées. Après tout entendre, silencieux, vous pouvez commencer à poser des questions. Vous pouvez dire ou vous tromper. C'est bien, et ainsi de suite. Mais si vous vous demandez mentalement si vous dites, dans ce cas, vous n'écouterez pas, et que la communication cessera entre nous, et nous ne serons pas en communion. Et étant extrêmement complexe et subtil le problème que nous considérerons, il doit auparavant écouter. Nous étudions ce qu'est la conscience. Est-il constitué par les nombreuses choses qui contiennent ou sont exemptes de son contenu? S'il est exempt de contenu, l'action qui en résulte de cette liberté n'est pas dictée par le contenu. S'il n'est pas gratuit, le contenu dicte toute l'action. Voyons maintenant cette conscience. Moi-même, je me rends compte que je suis le résultat du passé, le présent, les espoirs que j'ai pour l'avenir. Tout cela et ces nombreux fragments constituent le contenu, lancinant, l'essence de la conscience. Et chaque action née de ce contenu
sera non seulement nécessairement fragmentaire, mais elle ne sera pas la liberté. Comme ça peut cette conscience vide-t-elle, découvre-t-elle, s'il y a une conscience libre? Ou faites-vous la promotion d'une action entièrement nouvelle? Est-ce que je me rends clair? Le contenu de la conscience est comme un petit étang ou une petite grenouille fait un énorme bruit. Cette grenouille dit « Je vais découvrir comment sortir de cet étang. » Et si vous essayez de vous surmonter, mais il reste une grenouille emprisonnée dans un étang, cet étang peut-il épuiser tout son contenu? Mon petit charbon est la culture dans laquelle je vis, et mon petit moi, la grenouille qui vit dans ce charbon. Il lutte contre cette culture et dit « Oh, je dois sortir d'ici !» Mais même s'il peut partir, il restera une grenouille insignifiante. Et l'endroit où il sera, peu importe ce qu'il est, ce sera toujours un petit étang, en lui-même créé. Voir ceci, s'il vous plaît. L'esprit se rend compte que chaque activité à laquelle elle est donnée, ou pour forcer, est un mouvement entre les limites de la conscience et son contenu. Compte tenu de cela, que peut faire l'esprit? Va-t-il avoir une possibilité de surmonter cette conscience limitée? C'est la première question. La deuxième question est que le petit charbon ou rend vie peut se développer et se développer, mais l'espace qu'il créera se poursuivra dans les limites d'une certaine dimension. Ce bélier, ou plutôt ce singe, est capable d'acquérir une énorme somme de connaissances, d'illustrations et d'expériences. Ces connaissances et cette expérience peuvent vous fournir un certain espace pour vous développer. Mais au centre de cet espace se trouve toujours le singe. Ainsi, l'espace contenu dans la conscience est toujours limité par le centre. S'il y a un centre, la circonférence ou la limite de la conscience, autant qu'elle est dilatée, c'est toujours une limite. Un tel singe peut méditer et suivre plusieurs systèmes, mais ce sera toujours un singe. Par conséquent, l'espace qu'il crée pour lui-même sera toujours limité et superficiel. C'est la deuxième question. Maintenant, le troisième, qui est l'espace sans centre. Essayons de le découvrir. Interrogé, cette prise de conscience de ses limites peut-elle se transcender? Krishnamurti peut-il, un singe avec ses intentions et ses aspirations, sa vitalité, se libérer de son conditionnement et surmonter les limites de la conscience créée par lui? En d'autres termes, le soi, le singe, à travers diverses activités, la méditation, la répression, l'ajustement, le non-ajustement, se transcende. Votre activité incessante, votre mouvement, peut-elle la transporter de vos limites? Autrement dit, le contenu de la conscience, l'effort de la part du singe, peut-il me donner la possibilité de se libérer du confinement dans les temps? Alors je demande, le singe peut-il être complètement accompli pour voir l'étendue de ses propres frontières? Et a-t-il une possibilité de dépasser? Interrogando, au centre est toujours le singe, donc il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de place pour la liberté. Krishnamurti, monsieur, notez par vous-même que vous agissez toujours en fonction d'un centre. Ce centre peut étant une raison, ce centre peut être la peur, c'est l'ambition. Vous agissez toujours en fonction d'un centre, non? Je t'aime, je te déteste, je veux être puissant. Chaque action que nous connaissons fait partie d'un centre. Bien que ce centre s'identifie à la communauté ou à la philosophie, il reste le centre. Et la chose avec laquelle il a identifié est le centre. Savez-vous que ce mouvement vérifie toujours où y a-t-il des moments où le centre est inactif? Cela se produit soudain. Nous regardons, vivons, ressentons sans aucun centre. Et c'est une dimension totalement différente. Et bientôt, pensée entre en action en disant « à quel point c'était merveilleux, j'aimerais continuer comme ça ». Ensuite, il devient le centre. Le souvenir de quelque chose qui s'est produit quelques secondes devient le centre. Grâce à la pensée, nous réalisons l'espace que ce centre crée autour de lui-même, de l'isolement, de la résistance, des formes d'évasion. Tant qu'il y aura un centre, il y aura l'espace qu'il a créé. Et nous souhaitons étendre cet espace parce que nous pensons que l'expansion de l'espace est nécessaire pour vivre avec amplitude. Mais dans cette conscience extensible est toujours le centre.
et par conséquent, l'espace, aussi dilaté, sera toujours limité. Observez-vous. N'écoutez pas seulement. Regardez-vous et découvrez simplement ces choses. Et la bataille des relations se situe entre deux centres, chacun souhaitant se développer, imposer, dominer, les singes en pleine activité. Alors je veux apprendre. En disant, je vois cela très clairement. L'esprit et l'apprentissage. Comment ce centre existe-t-il? Est-il le résultat de la société? De culture? Ou est-ce un centre divin? Je suis désolé pour l'utilisation de la parole divine, qui a toujours été étouffée par la société et la culture. Hindou et d'autres appellent Atman, cette chose sublime que nous avons en nous, et est toujours étouffée. Par conséquent, il est urgent de libérer l'esprit afin qu'il cesse d'être étouffé et que la vraie chose, le vrai singe, puisse sortir. Le centre, bien sûr, est créé par la culture dans laquelle nous vivons, pour nos souvenirs et nos expériences conditionnées par notre propre fragmentation. Par conséquent, ce n'est pas seulement la société qui crée le centre, mais aussi le centre se déplace. Ce centre peut-il surmonter les frontières qu'il a lui-même créées? Ce centre peut-il faire le silence, se contrôler, méditer, suivre un modèle, exploser et aller au-delà? Il ne peut pas être sûr. Plus il s'adapte à la norme, plus il deviendra fortant, bien que l'imaginé se libère. La clarification, bien sûr, est cet état mental où le singe n'est jamais en action. Comment le singe peut-il enfin finalement vos activités? Pas par imitation ou l'ajustement ou dire « Ainsi est tant que la clarification, j'en tirerai des leçons ». Tout cela est des arts de singe. Perçoit le singe le matin où il pratique avec lui-même disant « Je suis prêt à aider la société à transformer la société. Je m'intéresse aux valeurs sociales, par le comportement vertueux, dans la justice sociale. » Répondez-y, monsieur. Ne pensez-vous pas que tout cela est le matin que le singe s'entraîne avec lui-même? Ceci est si clair qu'il n'y a aucun doute sur vous. Si vous n'êtes pas sûr de cela, monsieur, alors nous examinerons ensemble. Un regornando. Parfois, il semble dire que aider la société, fournir des services sociaux, en profite à un autre, mais j'ai le sentiment que je ne suis pas différent de la société. Et donc je me renonce au travail social, c'est la même chose que de travailler pour moi-même. Je ne distingue pas. Krishnamurti. Mais si cela ne fait aucune distinction, je n'ai pas l'intention de vous procurer le moins, monsieur. Je vous demande, le centre reste-t-il existant? Interrogé, cela ne devrait pas continuer. Krishnamurti, rien ne devrait pas, car nous sommes ensuite entrés dans un domaine très différent. Il y devrait, ce n'est pas le cas, je ne pouvais pas. C'est-à-dire dans le domaine de la théorie. C'est le fait. Bien que je reconnaisse que la société et moi sommes une unité, le centre, le moi, le singe, en action, la première question est la suivante. Notez que tant qu'il y aura des mouvements du singe, ce mouvement conduira inévitablement à une sorte de fragmentation, d'illusion et de chaos. En mots plus simples, ce centre, le soi, l'égoïsme, toujours actif, même si je suis divin, est très intéressé par la société, et je dis « je suis la société ». Ce centre est-il en action? Honnête. S'il est en action, l'expression que je suis société n'a aucun sens. La deuxième question est « comment ce centre peut-il disparaître? Grâce à la détermination, à l'exercice, à diverses formes névrotiques de compulsion, de dévouement et d'identification. Chaque mouvement de cet ordre est approprié pour le singe. Par conséquent, la conscience et l'espace qui y sont contenus sont toujours à la portée du singe. Alors l'esprit dit, je le vois clairement, voir dans le sens de réaliser la chose comme ce microphone est perçu, c'est-à-dire sans condamnation, voir simplement. Alors, que se passe-t-il? Pour voir une chose, écouter quelque chose, vous avez besoin d'une attention totale, non? Si je veux comprendre ce que vous dites, je dois prêter toute une attention. Dans cette attention,
Le singe est-il dans l'activité? Vérifiez cela. Je veux entendre ce que vous dites, qui peut être important ou sans importance, et pour le comprendre, je dois faire attention. Je veux dire mon esprit, mon cœur, mes nerfs. Tout doit être en parfaite harmonie pour faire attention. L'esprit n'est pas séparé du corps. Le cœur n'est pas séparé de l'esprit. Un entier parfaitement harmonieux et attentif. C'est ce qu'est l'attention. Et l'esprit peut-il accorder toute l'attention aux activités du singe, sans les condamner, sans dire bien ou mal? C'est simplement regarder les malques du singe. Dans cette observation, il n'y a pas d'analyse. C'est vraiment important, messieurs. Vous devez creuser vos dents. Au moment où elle analyse cela isolément, l'un des fragments, il y a le singe actif. Il est donc l'esprit capable d'observer de cette manière, avec cette attention totale, tous les mouvements du singe. Ce qui se produit quand y a-t-il toute l'attention? Le fournissez-vous? Savez-vous ce que signifie faire attention? Lorsque vous êtes entièrement conscient de ce train, il n'y a pas de résistance contre lui, il n'y a aucune impatience. Lorsque vous écoutez de cette façon, y a-t-il un centre et un singe actif? Vérifiez, monsieur. Ne vous attendez pas à ce que je dise quoi que ce soit. Vérifiez par vous-même. Écoutez-vous cet haut-parleur avec toute une attention, c'est-à-dire sans interpréter ce qu'il dit, sans être d'accord ou en désaccord, sans comparer ni traduire ce qu'il dit pour l'ajuster à son propre état d'esprit. S'il y a une activité de ce genre, il n'y a pas d'attention. Porter toute l'attention signifie que l'esprit a été entièrement silencieux à écouter. Faites-vous cela? Écoutez-vous l'orateur maintenant avec cette attention? Si c'est le cas, y a-t-il un centre? Au cours des dernières semaines, nous avons envisagé d'innombrables problèmes concernant nos vies ensemble. Les problèmes que nous créons nous-mêmes et ceux que la société nous crée. Nous avons également vu que nous et la société ne sommes pas deux entités différentes, mais un mouvement de relations. Si quelqu'un s'intéresse sérieusement à la société et s'est activement engagé à modifier la société, ses normes, ses valeurs, sa moralité, mais ce n'est pas le cœur de son propre conditionnement. Donc ce conditionnement produira une fragmentation dans son action. Par conséquent, il y aura plus de conflits, plus de détresse et plus de confusion. Tout cela considère plus ou moins pleinement. Nous avons également considéré ce qu'est la peur et si l'esprit peut dans un certain temps être complètement et totalement exempt de cette charge, à la fois superficiellement et profondément. Et nous examinons la nature du plaisir. Très différente de la joie et de la joie, nous avons examiné la question des nombreux fragments qui composent notre structure, notre être. Dans notre examen, nous avons vu que ces fragments divisent et maintiennent toutes les relations humaines séparées et qu'un fragment donné assume l'autorité et devient l'analyste, le capteur d'autres fragments. Hier, lorsque l'on considère la nature de la conscience, nous avons examiné la question de l'attention. Nous disons que l'attention est un état dans lequel toute l'énergie est très concentrée et que dans cette attention, il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de centre qui, comme moi, est conscient. Maintenant, apprenons, vérifions ce qui arrive à l'esprit, au cerveau, à tout notre être psychosomatique, lorsque l'esprit est intensément attentif. Pour comprendre clairement cela par nous-mêmes, nous devons d'abord réaliser que la description n'est pas la chose décrite. Nous pouvons décrire ce pavillon dans tous ses détails, mais cette description n'est pas le pavillon. Le mot n'est pas la chose. Et depuis le début, il devrait être parfaitement clair pour nous que l'explication n'est pas la chose expliquée. Se satisfaire des descriptions, des explications est le plus enfant à vivre. Et il me semble que la plupart d'entre nous vivent comme ça. Soyons satisfaits de la description, avec l'explication, avec le dicton, c'est la cause. Et flottons à la saveur de la chaîne. Mais ce que ce matin nous voulons faire, c'est découvrir par nous-mêmes ce qui arrive à l'esprit. Étant l'esprit, le cerveau et toute la structure psychosomatique, en cas de tension immense et intense,
où il n'y a pas de centre en tant qu'observateur ou capteur. Afin de comprendre cela, de vraiment l'apprendre, et pas simplement de satisfaire l'explication de l'orateur, de le découvrir, il faut commencer par la compréhension de ce que c'est, et non de ce qui devrait être ou de ce qui est, mais ce qu'il est. Suivez-moi car nous voyagerons ensemble. Il est très intéressant de marcher ensemble à l'apprentissage. De toute évidence, il y a d'énormes changements nécessaires dans le monde et en nous-mêmes. Les tendances de nos pensées et actions sont devenues du tout, chez tous les enfants, contradictoires et diaboliques. Si nous pouvons utiliser ce mot. Une machine tuée, et apparaît bientôt un antisens pour tuer cette machine. C'est ce que vous faites dans le monde. Non seulement dans le domaine social, mais aussi dans la zone mécanique. Et l'esprit intéressé, tous gênés par l'importance du changement, à la fois psychologique et à l'extérieur, doit examiner ce problème de l'entité humaine et de leur conscience, leurs désirs, leurs peurs, leurs ambitions, leurs angoisses, leur désir de remplir ceci, ou que chemin. Donc, pour comprendre tout cela, nous devons commencer à voir ce que c'est non seulement ce qui nous attend, mais aussi ce qui existe au-delà. Pour voir ce qui est devant vous, vous avez besoin de très clair, non contaminé, sans préjudice, pas hésiter de le transcender, mais simplement intéressé à l'observer. En observant non seulement ce qu'il est, mais aussi ce que c'était. C'est aussi ce que c'est. Ce qu'il est, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir. Vous voyez ça? Ainsi, ce qu'il est n'est pas statique, mais un mouvement. Et, pour accompagner le mouvement de ce qu'il est nécessite, un esprit très clair. Un esprit sans préjugés, sans déformation. Cela signifie qu'il y a une déformation chaque fois que des efforts sont faits. L'esprit ne peut pas voir ce qu'il est et le transcender s'il est en quelque sorte inquiet de modifier ce qu'il est ou de le dépasser ou de le réprimer. Pour observer ce que c'est, de l'énergie est nécessaire. Pour observer quoi que ce soit, vous avez besoin d'énergie. Pour entendre ce qu'il dit, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie quand je veux vraiment, à tout prix, de comprendre ce que vous dites. Mais si je ne suis pas intéressé et que j'entends indifféremment, je n'ai besoin que d'une faible dose d'énergie me dissipe rapidement. Heureusement de comprendre ce que c'est, il doit avoir de l'énergie. Les fragments dont nous sommes composés représentent la division de cette énergie. Moi et non moi, la colère et non la colère, la violence et la non-violence sommes des fragments d'énergie. Et lorsqu'un fragment assume l'autorité sur les autres fragments, l'énergie qui cela fonctionne est fragmentaire. Nous sommes en communication. Être en communication signifie apprendre ensemble, travailler ensemble, créer ensemble, voir ensemble et comprendre ensemble. Ce n'est pas seulement moi qui parle et que vous écoutez, et disant « intellectuellement je comprends ». Ce n'est pas une compréhension. La communication est un mouvement dans lequel il apprend, et donc agir. Par conséquent, l'esprit est que tous les fragments de mon Dieu, de son Dieu, de ma croyance et de sa croyance, représentent des fragments d'énergie. L'énergie est fragmentée par la pensée, et la pensée est le mouvement du conditionnement. Question que nous ne reviendrons pas maintenant, parce que nous devons aller de l'avant. Ainsi, la conscience est la totalité de ces fragments d'énergie. Et comme nous l'avons dit, l'un de ces fragments est l'observateur, le soi, le singe dans une activité incessante. Gardez toujours à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite, et que vous regardez à travers les paroles de l'orateur. Mais les mots ne sont pas la chose. Et par conséquent, l'orateur ça compte peu. L'important est votre observation de vous-même. Et comment l'énergie a été fragmentée. Pouvez-vous voir cela? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est exempt du fragment représenté par l'observateur? L'esprit peut-il voir tous les fragments qui composent toute la conscience? Ces fragments représentent la division de l'énergie. L'esprit peut-il les voir sans un observateur qui fait partie des nombreux fragments? Il est important de comprendre cela. Si l'esprit n'est pas en mesure de voir les nombreux fragments sans être à travers les yeux d'un autre fragment, auquel cas il ne comprendra jamais ce qu'est l'attention. Sommes-nous en train de comprendre? Non.